Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e chapitre du programme de terminale spécialité. Dans le chapitre précédent, on avait vu que les réactions, quand on allait mélanger les réactifs, allaient évoluer dans un sens de manière spontanée, alors parfois limitée, mais en tout cas, on ne pouvait pas faire grand-chose, il fallait juste, attendre que la réaction se fasse. Et bien, dans ce chapitre-là, on va essayer de voir justement, est-ce qu'il n'est pas possible, de forcer l'évolution du système dans un autre sens. Alors, évidemment, la réponse est oui. En fait, ce qui se passe, c'est que d'habitude, si je calcule mon quotient de réaction à l'état initial, il va tendre forcément vers la constante d'équilibre. Et bien là, justement, une transformation qu'on va appeler forcée, c'est une transformation où justement, on va l'éloigner de son système d'équilibre. Alors, si vous vous souvenez le chapitre précédent, on avait vu les piles. Les piles, donc, débitaient un courant pour pouvoir arriver à l'état d'équilibre. Et bien, justement, dans ce chapitre-là, on va voir qu'on peut faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va nous fournir un courant pour pouvoir, aller dans l'autre sens. Alors fournir un courant à un système chimique, c'est ce qu'on appelle donc faire une électrolyse. Et l'électrolyse est un exemple justement de transformation forcée. Alors on va vous noter donc que l'électrolyse est un procédé électrochimique au cours duquel une réaction d'oxydoréduction est forcée. D'accord. Et puis donc, grâce à un générateur électrique, elle évolue donc dans le sens contraire, au sens d'évolution spontanée. Alors, comment va être composé un électrolyseur? Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait vu dans le chapitre sur les piles. Alors ici, on va prendre une cuve. Alors c'est une cuve, c'est un vase qui va contenir une solution ici qui va conduire le courant. Ces solutions s'appellent des solutions électrolytiques et c'est ce qu'on appelle un électrolyte. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, vous avez forcément des ions positifs et des ions négatifs. Alors les ions positifs, je vais les symboliser par exemple par des petits plus ici, et les ions négatifs, je vais les symboliser par des moins. Donc voilà, il y en a plein partout, et donc on va essayer de s'intéresser après donc aux circulations justement de ces charges. Alors ici, c'est moi qui impose le courant, donc je connais dans mon générateur la borne positive et la borne négative, et puis vous allez relier ce générateur par deux tiges ici. Alors la plupart du temps, ce sont ce qu'on appelle des électrodes de carbone, ça peut être autre chose, mais la plupart du temps, donc il faut une électrode qui ne réagisse pas avec le milieu, sauf si c'est quelque chose de désiré. Alors, on va donc maintenant mettre le sens du courant. Le sens du courant, on le connaît puisque par convention, il va du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Donc ici, je peux mettre une petite flèche avec I, évidemment, dans l'autre sens. Je peux ici mettre le I. Ce qui veut dire que mes électrons, eux, dans les fils, vont circuler dans l'autre sens. Ça veut dire que dans mes fils ici, mes électrons, eux, vont circuler dans ce sens-là. Et pareil, ici, je vais circuler dans ce sens. Donc mes ions, eux, les ions positifs vont aller dans le même sens que le courant, c'est-à-dire ici, vers la gauche. Et mes ions négatifs, eux, vont aller, mes anions, eux, vont aller dans ce sens-là. Alors on s'aperçoit que ici, cet électrode-là va être obligé de fournir des électrons. Donc en gros ici, je vais avoir une perte d'électrons qu'on va pouvoir noter ici. Donc ici, donc à gauche, à droite, pardon, sur l'électrode positive, c'est une perte d'électrons. Et donc une perte d'électrons, nous, on sait que ça s'appelle une oxydation. Pourquoi? Parce que vous avez souvent un réducteur 1 qui va donc réagir, enfin qui va donner un oxydant du couple 1 plus un certain nombre d'électrons. Et donc ici vous voyez bien que globalement vous allez avoir production d'électrons, c'est bien ce qu'il y a ici. Vous formez un oxydant, c'est donc une oxydation. Donc ça c'est une oxydation. Et je vous rappelle que, dans le chapitre précédent, enfin dans le chapitre numéro 7, on avait vu qu'il y avait toujours oxydation à ce qu'on appelle l'anode. Donc ici, c'est forcément l'anode. Pour s'en souvenir, le O est une voyelle, le A est une voyelle, et dans ce cas-là, on sait qu'il y a toujours oxydation à l'anode. Et si on regarde bien, en fait, l'anode ici, c'est la borne positive, contrairement aux piles où l'anode était la borne négative. Donc il faut bien faire attention à ça, c'est que anode et cathode sont inversés quand on fait l'électrolyse. D'ailleurs, en fait, à la base, le mot anion et anode vont ensemble, puisque en fait, les anions qui sont négatifs vont se déplacer vers l'anode lorsque l'on va faire une électrolyse. Ça vient d'un physicien anglais qui s'appelait Michael Faraday, qui a défini tous les termes en ce qui concerne l'électrolyse. C'est lui qui a défini le terme d'anion, d'anode. Et donc, quand il a fait passer un courant dans une solution électrolytique, il s'est aperçu qu'il y avait justement des particules chargées, donc il appelait des anions, qui allaient se déplacer vers l'anode. Alors, par
opposition, forcément ici, eh bien de l'autre côté, ce qu'on va avoir, c'est un gain d'électrons. Donc ici, c'est un gain d'électrons, j'ai marqué E-, ce qui veut dire qu'un gain d'électrons, c'est ce que nous on appelle une réduction. Et donc cette réduction, pourquoi? Parce que ici, eh bien, je vais avoir un oxydant 2 qui va venir capter eh bien, quelques électrons, un certain nombre d'électrons, pour donner un raid 2 ici. Et donc ici, c'est bien une réduction. Et donc, par opposition, c'est ce qu'on va appeler la cathode. Voilà. Donc ça, c'est un schéma qu'il faut savoir reproduire. Et donc ici, en fait, on va faire l'équation, enfin, on va faire en sorte que l'équation, la transformation qui était limitée dans un sens, eh bien, soit forcée pour aller dans l'autre sens. Alors, petit résumé, un électrolyseur est un récepteur électrique constitué de deux tiges métalliques, de conductrices, pardon, pas forcément métalliques, appelées électrodes, plongées dans une solution appelée donc euh, électrolytique. Donc un électrolyte. Donc c'est soit une solution électrolytique, soit un électrolyte. Et un générateur impose un transfert d'électrons, forçant une transformation limitée à poursuivre son évolution. Alors l'électrolyse, on peut l'utiliser dans l'industrie par exemple pour la purification du cuivre. Donc on va placer à l'anode du cuivre qui n'est pas pur. Ici, vous allez avoir transformation en ions cuivre qui vont circuler dans la solution. Et ici, vous allez récupérer un cuivre excessivement pur. On peut s'en servir aussi pour faire un plaquage, par exemple un plaqué or ou un plaqué chrome ou des choses comme ça. Dans ce cas, si on veut faire par exemple un plaqué or, on mettra ici des ions or, et puis ici à la cathode, on placera par exemple une bague qu'on veut plaquer, et puis donc elle va se recouvrir d'une fine pellicule d'or. Voilà. Alors quels sont les calculs qu'il va savoir faire dans ce cas-là? C'est exactement les mêmes que l'on avait vu, dans le chapitre sur les piles. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, on va rappeler rapidement les formules. Donc lors d'une électrolyse d'une durée égale à delta T réalisée à l'aide d'un générateur délivrant un courant électrique d'intensité constante I, le système est traversé par une quantité de charge électrique Q donnée par la relation donc Q égale IT. Celle-là on l'avait déjà vu, Q égale I fois delta T. Alors Q c'est en coulomb, symbole C, I c'est en ampères, symbole grand A, et puis delta T c'est la durée en secondes. Donc seconde S. Voilà, ça on avait déjà vu ça, donc je ne vais pas insister. Et puis cette quantité de charge électrique Q est liée à la quantité de matière d'électrons échangés lors de l'électrolyse, puisque ça on avait déjà vu. Donc ces quantités, ça va être le nombre de moles que je vais obtenir, enfin le nombre d'électrons que je vais produire grâce à mon électrolyse. Donc on va pouvoir remarquer, c'est exactement la même chose. Q égale le nombre d'électrons que je vais multiplier par le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire petit e. On peut dire aussi que c'est, on en avait vu aussi, c'est NE fois F, et F c'est la constante de Faraday. Alors je rappelle ici exactement tout ce qu'il y a. Q c'est la charge totale circulant dans l'électrolyseur, NE c'est la quantité de matière d'électrons circulant dans l'électrolyseur, Na le nombre d'Avogadro, E la charge élémentaire, et F la constante de Faraday. Alors quand même, un petit exercice pour se souvenir comment ça fonctionne. Donc exercice, on réalise l'électrolyse d'une solution d'iodure de zinc, Zn2+, plus 2i- pendant une durée delta T égale 10 minutes, et avec un courant d'intensité alors qui est constant égal à I égale à 0,60 A. Alors du zinc est déposé à la cathode selon la demi-équation, donc ici c'est bien une réduction que l'on a, et donc du diode se forme à l'anode selon la demi-équation électronique, et ici on a bien une oxydation. Déterminer la masse de zinc formée pendant l'électrolyse. Alors, donc ici, en fait, on vous demande la masse de zinc. Alors, la masse de zinc n'apparaît pas directement ici, mais je sais que j'ai la quantité de matière d'électrons. Alors, soit j'utilise ça suivant l'énoncé, puisque c'est assez donné. Ce sont des constantes. Ça aussi, c'est pareil, c'est constant. Donc, on va quand même utiliser celle-ci. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, on comprend ici que I et delta T sont donnés. Donc, je vais pouvoir calculer Q. Et si je calcule Q, je vais pouvoir calculer justement cette quantité d'électrons qui a été échangée, puisque ça, c'est une constante. Alors donc on va égaliser les deux égalités. On va dire que ici I fois delta T c'est égal à la quantité d'électrons fois la constante de Faraday, ce qui veut dire que votre nombre d'électrons, c'est I fois delta T que je vais diviser par grand F. Alors, donc là par contre, je peux calculer ça. L'intensité c'est en ampères, pas besoin de faire de conversion. 0,60 fois delta T c'est 10 minutes. Là par contre, il faut que je convertisse ça en secondes, donc je fais fois 60, que je divise par la constante de Faraday qui est de 96 500. Je calcule ça à la calculatrice, je 3,7 fois 10 puissance moins 3 mol.
Alors maintenant j'ai la quantité d'électrons qui est échangée, par contre il faut que je la relie au zinc. Alors regardez bien, j'ai une équation ici. Donc la stoichiométrie ici me dit que je vais avoir pour comment dire une mole de zinc formé, il va me falloir 2 moles d'électrons. Donc la relation nombre de moles d'électrons divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2, va être égal au nombre de moles de zinc formé divisé par 1 puisque son coefficient stoichiométrique égale 1. Ça veut dire que N de Zn, en fait, je sais que c'est la masse de Zn, fois, divisé par la masse molaire de Zn. Et donc, je sais que dans ce cas-là, ça va être égal à quoi? À Ne sur 2. Donc, ma masse de zinc, M de Zn, c'est égal à N électrons divisé par 2 fois la masse molaire du zinc. Alors donc là c'est fini, hein, j'ai tout terminé, donc ça vous fait 3,7 fois 10 puissance moins 3 que je divise par 2 fois la masse molaire du zinc qui est de 65,4 grammes par mol. Je vais peut-être pas le mettre, on s'en moque. Voilà, alors c'est pas donné dans votre énoncé, mais ça sera marqué ici. Hein. MZN égale 65,4 grammes par mol. C'est affreusement mal écrit. Voilà. Et donc l'application numérique ici me donne 1,9 fois 10 puissance moins 3, 0,12 grammes. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ça qu'on avait déjà fait, hein, donc c'est pas très compliqué, il faut juste appliquer les formules et puis bien penser à utiliser cette équation-là et ne pas oublier ce petit 2 qui apparaît à cet endroit-là. Dernier point ici qui va être très rapide, c'est le stockage et la conversion d'énergie. Alors pour stocker de l'énergie sous forme électrique, on va utiliser des piles. Alors il y a plusieurs types de piles, hein. Vous avez des piles qu'on appelle salines, à base de sel, comme par exemple la potasse ou des choses comme ça. Les piles alcalines qui en elles vont être à base de métaux alcalins, c'est-à-dire de la première colonne du tableau périodique, ou au lithium aussi, qui est un métal aussi alcalin, mais on donne quand même souvent la dénomination lithium. Et donc ces piles vont convertir de l'énergie sous forme chimique qui est stockée à l'intérieur en énergie électrique grâce à une réaction spontanée d'oxydoréduction. C'est la manière de stocker. Donc je vous mets une petite phrase, hein, je vais juste lire et c'est tout. Donc en raison de leur taille, les piles stockent peu d'énergie chimique et fournissent donc une énergie électrique limitée. Elles contiennent des électrolytes et des électrodes polluants comme le nickel, le cadmium, etc. qui font des déchets dangereux pour l'environnement. C'est pour ça, c'est pas bien, faut pas utiliser des piles, c'est pas une bonne chose. Deuxième chose, un peu mieux, c'est ce qu'on appelle les accumulateurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un accumulateur? C'est tout simplement ce qu'on appelle une pile rechargeable. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, ça c'est dans l'abus de langage, en fait, c'est un accumulateur. En fait, une pile, par définition, en fait, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas recharger, ou sous peine d'explosion, alors qu'un accumulateur, hein, ou ce qu'on appelle une pile rechargeable, lui, il va pouvoir être rechargé. Alors, contrairement aussi aux batteries, qui sont un assemblage de plein d'accumulateurs. Ici, c'est l'accumulateur au plomb ou la batterie au plomb que peut trouver, par exemple, dans les batteries de voitures. Et bien, dans ce cas-là, c'est à base, justement, d'électrodes qui sont à base de plomb. Et en fait, la réaction que vous allez avoir est réversible. Si vous avez fait l'électrolyse en chimie, vous avez dû voir que quand on fait une électrolyse, la plupart du temps, vous avez un dégagement gazeux qui va se faire aux électrodes. Et ce dégagement gazeux, si vous êtes dans une enceinte fermée, ça risque d'exploser. Alors que justement, un accumulateur, lui, la réaction inverse que l'on va donner ne va pas produire de gaz, ce qui permet justement de le recharger. Donc, il y a marqué ces accumulateurs sont des systèmes électrochimiques rechargeables. Lors de la décharge, une transformation d'oxydoréduction spontanée se produit et lors de la recharge, la transformation inverse forcée permet de reformer les réactifs. Donc, encore une fois, lors de la décharge, ça va fonctionner comme une pile. On va convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. Par contre, si je veux le charger, je vais être obligé de convertir de l'énergie électrique en énergie chimique. Un autre système un peu particulier qui permet de stocker de l'énergie sous forme chimique, c'est le vivant. Par exemple, on peut donner les organismes chlorophylliens, c'est-à-dire les plantes vertes. Elles, qu'elles vont faire? Elles vont transformer de l'énergie sous forme de lumière, sous forme de rayonnement, en énergie chimique par un procédé qui s'appelle la photosynthèse. Donc il y a marqué ici, donc certaines réactions d'oxydoréduction sont forcées par un facteur extérieur différent du courant électrique. Dans le cas des végétaux chlorophylliens, la photosynthèse est réalisée grâce aux photons de la lumière visible. Ainsi, la plante convertit du CO2 dioxyde de carbone en présence d'eau et en matière organique qui forme une réserve d'énergie chimique. Voilà, j'en ai terminé pour ce court chapitre et je vous dis à bientôt, au revoir.